La reconnaissance de la liberté scolaire en France a fait l'objet d'un long cheminement. Les premiers textes reconnaissant l'enseignement privé, après que l'enseignement soit devenu le monopole de l'État sous la Révolution et l'Empire, ont vu le jour sous la monarchie de Juillet, avec pour l'enseignement primaire la loi Guizot et sous la Deuxième République pour l'enseignement secondaire la loi Fallou. La Troisième République se montrera foncièrement anticléricale à ses débuts. La loi sur les associations de 1901 amènera beaucoup de congrégations à quitter la France et à fermer de nombreuses écoles. La loi de 1904, interdisant aux congréganistes d'enseigner, viendra soutenir cette tentative pour amoindrir considérablement l'enseignement libre confessionnel. Il faudra attendre 1918 et la reconnaissance de l'État envers les religieux revenus de l'étranger pour combattre aux côtés de leurs compatriotes, afin que cesse cette tentative de destruction. C'est sous la Ve République que l'histoire de l'enseignement privé va connaître un tournant décisif. Avec le vote de la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, relative au rapport entre l'État et les établissements d'enseignement privé. Elle répond à un double défi, car elle doit permettre de faire face à la massification de l'enseignement. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'était la période des baby-boomers. Entre 56 et 61, les effectifs des élèves ont augmenté de 50%. Donc la loi Debré est arrivée là-dessus à un moment aussi où l'Église n'arrivait plus à financer ses établissements. Diminution du nombre de prêtres, augmentation du nombre de laïcs faisait qu'il fallait absolument trouver une solution financière. Donc c'était une forme de deal. Le gouvernement reconnaissait l'apport de l'enseignement privé et le finançait, mais en même temps, de l'autre côté, l'enseignement privé acceptait tous les élèves sans distinction de croyance, d'opinion ou d'origine. Avec une notion qui était nouvelle, qui était la notion de contrat. Donc on passait contrat avec l'État et ça a permis un développement de l'enseignement privé dans la mesure où on a pu ouvrir à un plus grand nombre de familles, y compris modestes, le fait que l'État finance une partie des établissements. Et je citerai volontiers le cardinal Ricard qui, en 2006, disait « Si la loi Debré n'existait pas, on parlerait moins de l'enseignement catholique parce que la surface serait tellement réduite qu'il serait devenu confidentiel. » Et ça me paraît important aussi. L'objectif est aussi de mettre un terme à la guerre scolaire. La loi de 1959 reflète la volonté de faire un pas en direction de la garantie concrète de la liberté d'enseignement. Tout cela explique la rédaction de l'article 1er. Les établissements doivent permettre l'instruction religieuse et la liberté des cultes. Les établissements ayant passé contrat avec l'État doivent respecter la liberté de conscience et s'ouvrir à tous les enfants, tout en conservant leur caractère propre. Mais le principe même de la loi Debré sera remis en cause quelques 20 ans plus tard, avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981. Car l'une de ses promesses de campagne est la création d'un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale. Le projet, confié à son ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, se concrétise sous la forme d'une proposition de loi présentée en décembre 1982 et dont le principe est la constitution d'établissements d'intérêt public qui associeraient écoles publiques, écoles privées et collectivités territoriales. Alain Savary voulait profondément rénover l'ensemble de l'éducation nationale et en rénovant cet ensemble de l'éducation nationale, il pensait résoudre aussi la querelle scolaire. Il y a eu pendant un an une volonté de l'enseignement catholique et de certains, pas tous, de certains de ses responsables, d'essayer de négocier ce projet à partir des propositions de Savary. Ça a duré un an et personnellement, je me souviens qu'on a passé plus de 100 heures de négociations officielles, sans parler les rencontres officieuses qu'on a pu avoir. Avec une condition fondamentale, c'est que, quelle que soit l'évolution du projet, on tenait à ce que le chef d'établissement puisse continuer à choisir son équipe éducative et ses enseignants, qu'il puisse y avoir une autonomie de gestion et que les parents, bien sûr, aient le libre choix de l'école. Mais il y avait un point qui était un point difficile de négociation, le souhait du ministre que les futurs enseignants soient des fonctionnaires. Et ça a été une pierre d'achoppement terrible et c'est en particulier ce point-là
qui a commencé à faire reculer l'enseignement catholique dans le cadre des négociations. Les parents de l'école libre réagissent alors vivement et organisent à Paris, le 24 juin 1984, une manifestation historique. Très impressionnante manifestation des partisans de l'école privée à Paris. Les organisateurs revendiquent 2 millions de participants. En tête, la direction de l'enseignement catholique. Chaque académie défile derrière sa banderole. Chaque école brandit sa pancarte. De la musique, des chants, des slogans en faveur de la défense de l'enseignement privé. On vient nous dire, tous les gens du gouvernement, ça ne change rien. On vous laisse la liberté, on vous laisse tout. Alors pourquoi ils ont fait une loi? Les négociations ont servi à quoi? Absolument à rien. On a promis des choses à Guy Berthaud mardi dernier, verbalement, et le lendemain on promet le contraire. Et on l'écrit en plus dans la lettre d'introduction. Alors je trouve ça scandaleux. Ce qui me paraît positif, c'est que des parents ne veulent pas se décharger de leur responsabilité éducative. Un témoignage de fermeté, mais dans la dignité de vouloir conserver à leurs enfants le libre choix de l'école. Il y a une coïncidence entre la foi catholique et la défense de l'école catholique, mais il y a une coïncidence entre la France, tous les Français, et le désir de liberté. Nous n'accepterons jamais une loi qui écrase la liberté fondamentale des familles de choisir l'éducation de leurs enfants. Notre école est menacée, est en danger de mort. C'est une manifestation de toutes les composantes de l'enseignement catholique de nos régions. Tous solidaires, nous sommes déterminés pour cette action aujourd'hui. Je tiens à préciser qu'en Bretagne, l'enseignement catholique scolarise plus de 44% des effectifs. Et les Bretons n'ont pas attendu Jules Ferry pour créer leur école. Le passage des personnalités politiques déclenche bien souvent les applaudissements. Madame Veil, Monsieur Chaban-Delmas, Jean Le Canuet, Jacques Chirac, entourés de tous les élus parisiens de l'opposition. Il s'agit cette fois-ci de la liberté de l'enseignement, qui est fondamentale, mais comme toutes ces libertés. Car si on commence à renier, alors le bras y passera. Et on se retrouvera dans une autre société totalitaire, dont nous ne voulons pas. 2 millions de manifestants selon les organisateurs, 860 000 selon la préfecture de police. L'enseignement catholique a incontestablement gagné hier son pari. Non seulement les structures propres de l'enseignement catholique, si je puis dire, étaient regroupées dans un comité national, une commission permanente, et donc ça donnait une certaine unité et une forme de coordination. Et puis je crois aussi que la volonté des chefs d'établissement en particulier, le SNEL, mais aussi les chefs d'établissement du technique, l'UNETP à l'époque, ont fait qu'on a essayé de garder un équilibre. Si cette loi était passée, elle aurait été dramatique. Outre la fonctionnalisation des enseignants, il y avait une mesure qui était inacceptable. Par exemple, pour créer une école catholique, une école privée, dans un secteur, il fallait qu'il n'y ait pas d'école publique déjà existante. Et le deuxième amendement inacceptable, c'était que les communes finançaient les écoles, comme c'est le cas aujourd'hui, bien sûr, mais elles ne les finançaient que s'il y avait au moins 50% d'enseignants fonctionnaires dans l'école. Et ça, pour l'enseignement catholique, c'était inadmissible. Et c'est ce qui a en fait basculer et échouer les négociations. Aucun incident durant ces 12 heures de défilé dans les rues de Paris. Tout avait été fait pour le succès de cette mobilisation. Les enseignants et parents d'élèves de 10 000 écoles catholiques s'étaient déplacés. Pas de discours officiel à la Bastille, mais un mur sonore tout au long des parcours diffusant directives et informations. Paris continue d'être bloqué. L'école libre vivra, résistance égale espérance seront les slogans les plus scandés durant cette manifestation dans les rues de Paris, la plus importante, semble-t-il, par le nombre des manifestants de l'histoire de France. Nous espérons seulement avoir été entendus, déclareront les organisateurs après la dislocation sans incident du dernier défilé. En juillet 1984, François Mitterrand décide de retirer la loi Savary, entraînant la démission du ministre de l'Éducation nationale et du Premier ministre Pierre Mauroy. De nouvelles dispositions, plus favorables, figureront dans 2 nouveaux textes. La loi du 29 décembre 1984, dite loi Rocard, sur l'enseignement agricole privé, et la loi du 25 janvier 1985, relative au rapport entre l'État et les collectivités territoriales, dite loi Chevènement.
Le nouveau ministre, M. Chevènement, n'a pas repris la querelle scolaire, il s'en est bien gardé, mais il a essayé de mettre en place ce qu'on appelle des mesures simples et pratiques, c'est ce qu'il disait à l'époque, sous forme de gestion de l'État, qui fait qu'on a créé ce qu'on appelait à l'époque des crédits limitatifs. Il faut savoir que depuis la loi Debré, on pouvait ouvrir une école, payer des enseignants, et on tirait sur le budget de l'État. Donc ces crédits limitatifs ont fait qu'on est rentré dans un budget limité, et que depuis, on n'en est pas sorti, bien sûr. Et cela nous enferme aussi dans ce qu'on a appelé le 80-20, c'est-à-dire que, représentant en gros 20% de l'enseignement public, on a en gros 20% pour nos dépenses de fonctionnement. Et ça, c'est une manière aussi, quelque part, de nous limiter. La signature, en 1992 et 1993, de protocoles d'accord entre le ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, et le secrétaire général de l'enseignement catholique, le père Max Cloupet, inaugure un processus de rapprochement entre l'enseignement public et les établissements privés. Le père Cloupet m'a donné le sentiment d'être un homme ouvert, responsable, tolérant. Nous avons plutôt sympathisé. C'était notre intérêt commun de trouver un chemin de crête. Il y avait un certain nombre d'enjeux à ce moment-là. Je crois que le forfait à l'époque était en retard de 4,5 milliards sur le coût de la vie. Mais je crois que l'enjeu le plus important, c'était la question de la formation. Depuis la loi Germer, en 1977, on savait que les maîtres du public et du privé devaient avoir le même déroulement de carrière, la même progression. Or, pour cela, il fallait un recrutement par concours et ce n'était pas encore mis en place. Et donc, le contrat ou l'accord que nous avons conclu avec le père Cloupet est un accord qui, d'un côté, reconnaissait l'enseignement catholique, lui apportait un certain nombre de soutiens matériels, mais qui, de l'autre, comportait certaines obligations de service public à la charge des écoles privées catholiques. Il y avait une volonté claire du pouvoir de négocier avec l'enseignement privé. On a négocié en fait en 3 semaines des dossiers qui duraient depuis 20 ans. Jack Lang a accepté de reprendre les CFP, qui étaient nos centres de formation tels qu'ils étaient, en ajoutant des crédits et la contractualisation des secondes années et professeurs stagiaires. En ce qui concerne le second degré, c'était un peu plus compliqué. Ce financement-là a été refusé et on a mis en place un système de partenariat sur 2 ans. En clair, la première année, toute la formation académique était entre les mains des IUFM publics, avec une 50aine d'heures de stage pour l'enseignement catholique. Et puis la deuxième année, c'était l'inverse. 3/4 du temps de formation des stagiaires était en charge de l'enseignement catholique et encore quelques cours de formation académique, de formation disciplinaire dans le public. Ça s'est fait, je crois, à part 1 ou 2 régions, en très bonnes conditions de partenariat entre le public et le privé. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, les choses ne seront plus jamais après comme avant. C'est autant le contenu de l'accord que l'atmosphère qui préside aux relations entre l'enseignement catholique et l'État. Il y a un des considérants des accords Lang-Cloupet qui dit, considérant l'apport des établissements privés au système éducatif, je cite comme ça. Donc ça, c'était la première fois qu'on trouvait ce type de considérant, et ça nous paraissait une étape importante. Mieux valait, sous un gouvernement de gauche, imaginer un accord convenable, même s'il était imparfait, plutôt que de se livrer à une surenchère qui, après les élections, aurait eu un effet négatif pour l'enseignement catholique. D'ailleurs, c'est finalement ce qui s'est produit avec l'histoire de la loi Fallou. Chamaillerie bruyante dans une assemblée d'habitude tranquille, le Sénat, socialistes et communistes, ont empêché le ministre de l'Éducation, François Bayrou, de s'exprimer sur la révision de la loi Fallou. François Bayrou, nommé ministre de l'Éducation nationale suite à la victoire de la droite aux élections législatives de mars 1993, prend en effet la décision de réviser la loi Fallou via une proposition de loi visant à faciliter le financement des établissements privés d'enseignement par les collectivités territoriales. Adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce projet va susciter une levée de boucliers dans l'opposition et chez les défenseurs de l'école publique.
Ils réunissent le 16 janvier 1994 près d'1 million de personnes dans la rue. On va jusqu'à Nation, sous la pluie, mais on y va. On espère une pluie de crédit pour l'école publique. Savez-vous planter Falou à la mode, savez-vous planter Falou à la mode de Beyrouth. 3 jours avant, le Conseil constitutionnel avait pourtant annulé les dispositions majeures de la loi. Vidée de sa substance, elle sera finalement promulguée. Et François Bayrou, qui avait pourtant mordu la poussière, maintenu dans ses fonctions, sans que jamais ne soit relancée une initiative de même nature. En 2000, une ordonnance a abrogé la loi Debré, la transposant à droit constant dans le Code de l'éducation. Une façon d'en faire un acquis dans le paysage éducatif. Je crois que cette loi Debré a amené quelque chose d'irrémédiable. On ne reviendra pas en arrière, et là, effectivement, on se battrait pour dire qu'il n'y a plus de fonds de la puissance publique. Cette loi Debré, même si elle changeait de nom, même si elle était un petit peu aménagée aujourd'hui, fondamentalement devrait garder cela et devrait garder l'autonomie de gestion de nos établissements et le choix par le chef d'établissement de son équipe éducative. C'est les piliers, je crois, du développement de l'enseignement catholique. Actuellement, c'est plus difficile pour un chef d'établissement de garder sa liberté dans la mesure où, au quart d'heure près de ses emplois du temps, le rectorat est informé, etc. Cela dit, il me semble qu'on a le devoir d'utiliser toutes les zones de liberté qui restent, toutes les souplesses qu'on a pour innover au service des élèves. Je crois qu'il faut encore plus d'exigence, d'attention aux élèves, de volonté pédagogique, de volonté réformatrice. Et on sait bien qu'en trouvant des solutions intéressantes pour les élèves, on trouve aussi des solutions pour l'ensemble du système éducatif. Il y a des porosités, entre guillemets, entre le privé et le public qu'il faut maintenir, à condition que l'esprit même de la loi Debré soit respecté d'un côté et de l'autre. Je suis un homme de gauche, profondément laïque, et en même temps je suis très tolérant et très respectueux. Aujourd'hui, la question c'est comment pouvons-nous, d'un même pas, d'un même mouvement, assurer la transformation de l'école pour qu'elle facilite la réussite des élèves, la formation des maîtres, la profonde transformation du lycée, l'introduction de l'art et de la culture à l'école, au collège et au lycée. Si dans certains domaines, l'enseignement catholique peut faire œuvre d'exemplarité, tant mieux. Donc voilà, c'est ça la République pour moi. La République est là lorsqu'elle réussit à entremêler. Et c'est la richesse d'un pays comme la France que d'avoir su entremêler les origines, les cultures, les classes sociales. Je voudrais rappeler que dans la loi Debré, c'est l'enseignement qui est sous contrôle de l'État, mais que la vie scolaire reste sous la responsabilité du chef d'établissement. Je crois qu'à chaque chef d'établissement, au syndicat de chefs d'établissement, de trouver continuellement l'équilibre qui permettra cette liberté. Elle est fragile à partir du moment où, si vous voulez, on n'aurait plus de différence avec l'enseignement public. Même si la qualité de l'enseignement était bonne. Et ça, je crois que c'est le grand enjeu. Et c'est un enjeu qui ne disparaît pas et qui n'a pas disparu depuis la loi Debré. Le caractère propre, c'est aussi une capacité d'innover. Enfin, c'est aussi une capacité de proposer un projet éducatif original et à tous. Ça reste un défi, ça.